Un après-midi d'été, à l'intérieur d'un restaurant, deux policiers blancs tordirent agressivement le bras d'une jeune serveuse noire. Devant tous les clients, ils l'accusèrent de vol après avoir remarqué un collier de diamants autour de son cou. Alors qu'ils s'apprêtaient à la fouiller sur le champ, un homme entra. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle était la fille d'un milliardaire. Et quand la vérité fut révélée, un silence complet s'abattit sur le restaurant. Avant de nous plonger dans l'histoire, à quelle heure écoutez-vous? D'où venez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-le-moi. Le soleil de midi faisait roussir le trottoir devant la belle maison, le genre de restaurant haut de gamme où la climatisation vrombissait doucement au-dessus de lustres vintage. Le tintement des verres de vin se mêlait aux conversations feutrées sur les fonds spéculatifs, les ventes aux enchères d'art et les vacances en Europe. Il était juste midi passé, l'heure la plus achalandée de la journée. Les tables étaient pleines, les serveurs se déplaçaient comme un orchestre bien rodé, et rien dans l'air ne laissait présager que le monde était sur le point de basculer. Puis la porte s'ouvrit avec un doux tintement, et elle entra. Amara Johnson, 17 ans, mince, à la peau foncée et radieuse, marcha d'un pas rapide devant le comptoir d'accueil vers l'arrière-salle. Ses cheveux bouclés étaient tirés en un chignon bas et soigné, et son uniforme, une chemise blanche impeccable rentrée dans un tablier noir, était parfaitement repassé. Elle avait cet air indubitable d'une personne élevée avec aplomb. Mais aujourd'hui, elle portait l'énergie nerveuse d'une adolescente essayant de se fondre dans un monde qui ne l'avait jamais vraiment accueillie. Elle était nouvelle ici, cela faisait tout juste une semaine qu'elle avait commencé son travail d'été. La plupart des membres du personnel l'appelaient encore « la fille discrète » et supposaient qu'elle travaillait pour économiser pour l'université ou aider sa famille. Personne ne savait qui elle était vraiment. C'est ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, elle avait fait une erreur. Alors qu'elle attachait son tablier derrière sa taille dans le miroir du couloir du personnel, ses yeux se figèrent sur son propre reflet. Sa main se porta vivement à son cou. Le collier. La nuit dernière, sa mère le lui avait donné. Un pendentif en diamant vintage sur une chaîne délicate en platine, transmis de génération en génération. Il avait chatoyé comme une promesse sous les lumières tamisées de leur dîner privé. Amara avait eu l'intention de l'enlever avant son service. Elle ne l'avait pas fait. Les diamants scintillaient juste sous sa clavicule, comme un phare pour quiconque y regardait de trop près. Son pouls s'accéléra. Mince, murmura-t-elle à elle-même. Elle envisagea de faire demi-tour, mais il était trop tard. Le restaurant était plein. Le gérant détestait les retards, et elle avait déjà pointé. Elle passa la chaîne par-dessus sa tête aussi soigneusement que possible, le métal frais contre sa peau. Ses doigts tremblaient alors qu'elle rentrait le collier dans la poche avant de son tablier. Il était encore visible, à peine, une douce courbe de la chaîne qui dépassait, comme un secret menaçant de se révéler. Elle entra dans la salle, plateau à la main, sourire répété et prêt pour quiconque la regarderait. Elle semblait sereine, mais à l'intérieur, une voix murmurait « Il me regarde », et c'était le cas. Une femme à la table 3, une brune avec des boucles d'oreilles en perles et une carte MX dorée posée à côté de son verre de vin, inclina la tête alors qu'Amara passait. Ses yeux glissèrent vers le reflet du métal près de la taille de la jeune fille. L'homme assis à côté d'elle murmura quelque chose entre ses dents. Leur serveur, Jason, un jeune homme blond d'une vingtaine d'années qui travaillait là depuis des années, leva un sourcil en remarquant le collier gonflant légèrement sous le tissu. Amara força ses lèvres à esquisser un sourire. « Bonjour », dit-elle gaiement, posant les verres d'eau avec une grâce maîtrisée. Mais la chaleur de la pièce avait changé. Ce n'était pas évident. C'était subtil, comme un changement de pression atmosphérique avant un orage estival. Un collègue eut un léger rire à quelque chose derrière son dos. Une autre murmura en passant près du bar. Le maître d'hôtel, qui la saluait normalement d'un hochement de tête, ne la regarda qu'à peine. La respiration d'Amara devint superficielle. Que pensent-ils avoir vu? Elle commença à douter de tout. La chaîne était-elle trop visible? Pensait-il qu'elle ne lui appartenait pas? Pensait-il qu'elle l'avait volée? Non. Elle chassa cette pensée. Ce n'est rien. Juste finir son service. Garder la tête basse, mais son estomac était serré d'inquiétude. Elle prit une autre commande. Remplit un autre verre. Ses mouvements étaient vifs, professionnels. Mais sous la surface, Amara le sentait. Des regards la scannant, la jugeant, la calculant sans cesse, comme si elle n'avait pas sa place ici.
comme si sa seule présence dérangeait un ordre tacite. Et pourtant, qu'avait-elle fait de mal? Juste une fille faisant son travail. Juste une fille qui avait oublié un collier de diamants autour de son cou. Mais parfois, une petite erreur n'est pas petite du tout. Pas quand on est jeune, noir, et entouré de gens qui ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Une goutte de sueur coula le long de son visage. Et pour la première fois depuis son arrivée, son sourire vacilla. Hors de vue, à l'autre bout de la pièce, un serveur se pencha et murmura à la barmaid, les deux regards se tournant vers elle. Aucun mot ne fut prononcé à voix haute. Mais le message dans la pièce était clair. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose ne s'accordait pas. Et Amara Johnson n'avait aucune idée qu'une simple chaîne de diamants, à peine visible de son tablier, était sur le point de tout défaire. La porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec plus de poids que de bruit. Deux agents de police entrèrent. Tous deux blancs, tous deux grands, tous deux arborant le genre d'expression qui faisait que les gens se redressaient sur leur siège sans savoir pourquoi. Leurs uniformes étaient parfaitement repassés, leurs insignes étincelants sous l'éclairage chaleureux, et leurs ceintures encombrées des outils familiers d'une autorité supposée. Ils ne marchaient pas comme s'ils étaient là pour manger. Ils marchaient comme s'ils étaient chez eux. Le maître d'hôtel se figea une fraction de seconde avant d'offrir un hochement de tête poli et de désigner une table vide près du centre de la pièce. Les agents ne parlèrent pas. Ils marchèrent simplement, le bruit sourd de leurs bottes sur le parquet, s'arrêtant juste assez longtemps pour observer la clientèle, scannant, mesurant, jugeant silencieusement. Amara les remarqua dès qu'ils entrèrent, sentit sa poitrine se serrer alors qu'elle saisissait deux verres d'eau au poste des plateaux. Ce sont juste des clients, comme les autres, se rappela-t-elle, s'approchant de leur table avec un calme maîtrisé. Elle sourit, même si son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Bonjour, messieurs. Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer ?» L'un des agents, le plus âgé des deux, se pencha en arrière sur sa chaise et la fixa plus longtemps que nécessaire. Ses lèvres se retroussèrent légèrement, non pas avec gentillesse, mais avec calcul. « Nous prendrons de l'eau, dit-il. Et un menu rapidement, s'il vous plaît. » Amara hocha la tête et se tourna vers le poste du bar. Alors qu'elle bougeait, son tablier bougea. Un délicat éclat argenté capta la lumière. C'était petit, à peine perceptible, mais à ce moment-là, c'était tout. Le regard du plus jeune agent s'aiguisa instantanément. Ses yeux se plissèrent sur la courbe du collier de diamants qui dépassait de la poche de son tablier, comme une proie détectant un léger mouvement dans l'herbe haute. Il ne dit pas un mot. Il se leva simplement, lentement et délibérément, et marcha derrière elle. Amara le sentit avant de le voir. L'ombre qui la recouvrit soudainement. Le silence qui se répandit comme de l'encre renversée. Elle se tourna à moitié, confuse. Y a-t-il un problème, agent? Elle ne termina pas sa phrase. Sa main se referma sur son poignet, le tordant derrière son dos avec une vitesse brutale. Une douleur fulgurante traversa son épaule. Le plateau dans sa main gauche bascula violemment. Un fracas résonna dans le restaurant alors que les verres se brisaient sur le sol. Les clients haltèrent. Les fourchettes tombèrent avec un tintement. Les conversations s'interrompirent en plein milieu. Quelqu'un murmura « Oh mon Dieu !» L'agent ne scia pas. « Tout le monde reste assis », aboya-t-il. « Nous avons peut-être un vol en cours. Vérifiez vos affaires. » Les gens fouillèrent dans leurs sacs à main, palpèrent leurs poches, regardant autour d'eux avec confusion et de peur, mais personne ne dit avoir perdu quoi que ce soit. Le deuxième agent se leva lentement, contourna la table et se plaça devant Amara. Sans demander, sans permission, il plongea la main dans la poche de son tablier et en retira le collier. La chaîne pendait de ses doigts comme une preuve accablante dans une salle d'audience. Ceci, dit-il, d'une voix froide, ne lui appartient pas. La bouche d'Amara s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Un instant, elle fut suspendue dans l'incrédulité, incapable de bouger, incapable de respirer. Comment? Comment cela vient-il d'arriver? Elle ne volait pas. Ce collier était à elle. Il avait toujours été le sien. C'était un cadeau. C'était sa famille. C'était sacré. Je peux expliquer, balbutia-t-elle. C'est à moi. Ma mère me l'a donné hier soir. J'ai oublié de l'enlever. Je n'ai rien volé.
L'agent tenant le collier laissa échapper un rire sec et sans humour. Oh, oui. Votre mère vous l'a donné. Elle est bijoutière ou juste une employeuse très généreuse? Il se tourna vers son partenaire. On dirait qu'on a affaire à une petite voleuse maligne. Amara secoua la tête rapidement. Non, non, ce n'est pas vrai. Je travaille ici. Demandez à n'importe qui. Je n'ai rien fait. L'agent le plus âgé la coupa. Ne vous rendez pas la tâche plus difficile. Vous avez déjà été prise sur le fait. Autour de la pièce, les clients regardaient dans un silence glacé. Personne ne se leva. Personne ne prononça son nom. Personne n'exigea de preuves avant de juger. Les mêmes personnes qu'elle avait servi quelques instants auparavant la regardaient maintenant comme une étrangère, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose d'inférieur. Jason se tenait derrière le bar, la mâchoire serrée, mais il ne dit rien. Le gérant avait disparu dans son bureau. Le cœur d'Amara tambourinait dans sa poitrine. Ses yeux piquaient, mais elle refusa de pleurer. Pas encore. Pas devant eux. Elle leva les yeux vers l'agent qui lui tenait le bras. S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. Il ne desserra pas sa prise. Pour la pièce, elle n'était plus une jeune fille essayant de travailler dur et de faire sa propre voix. Elle était autre chose maintenant. Une suspecte, une intruse, un récit qu'ils comprenaient tous trop bien, et que personne n'avait le courage de remettre en question. Un collier, un instant, et soudain elle était en procès. Elle se tenait immobile au centre de la pièce, entourée de regards plus tranchants que des couteaux, chacun un verdict silencieux, chacun la découpant en morceaux qu'elle ne reconnaissait pas. Et le pire, c'est que personne ne se demanda même si cela pouvait être vrai. Ils le crurent simplement parce qu'elle ressemblait à quelqu'un qui le ferait, parce que pour eux, quelqu'un comme elle n'avait pas sa place avec quelque chose comme ça. Le restaurant n'était plus un restaurant. Il était devenu une salle d'audience. Pas de juge, pas de jury, seulement des témoins silencieux trop effrayés pour parler, trop incertains pour agir, trop disposés à laisser le silence masquer leur malaise. Le tintement des verres avait cessé depuis longtemps. Les conversations avaient disparu. La douce musique classique diffusée par les haut-parleurs était désormais une bande-son étrange pour quelque chose de bien plus froid, de plus cruel. Amara se tenait figée au milieu de la salle à manger, son poignet toujours fermement agrippé par le plus jeune agent. Ses épaules lui faisaient mal, sa fierté avait déjà subi plus de coups que sa peau. L'agent le plus âgé leva le collier de diamant comme un trophée, sa voix lourde de sarcasme. « Racontez-moi encore, dit-il, en levant un sourcil. Votre mère vous a donné ça? Oui, répondit Amara. Sa voix était tremblante mais déterminée. C'était un cadeau. Elle me l'a donné hier soir. J'étais pressé ce matin et j'ai oublié que je le portais. C'est tout. La pièce resta immobile. Pas de halètement d'indignation. Pas une voix ne s'éleva pour la défendre. Juste le regard fixe des clients qui lui avaient si récemment souri, complimenté son service, la laissé remplir leur verre d'eau avec un merci. Maintenant, ils ne faisaient que regarder, leurs yeux ternes de suspicion. L'agent secoua lentement la tête, non pas comme un signe de considération, mais comme s'il était déçu de la piètre qualité de son mensonge. C'est une chose assez chère pour oublier que vous la portez. Pour quelqu'un qui travaille dans un endroit comme celui-ci. Amara ouvrit la bouche, essayant de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-elle dire qu'il croirait? La vérité n'avait plus d'importance. Pas quand ils avaient déjà fait leur idée. Soudain, une voix vint de côté. Elle dit la vérité. C'était Sarah, une petite serveuse aux cheveux bruns crépus et à la manie nerveuse de se tordre les mains. Elle s'avança de derrière le bar, la voix tremblante. Elle est là tous les jours cette semaine. Toujours à l'heure, toujours polie, toujours professionnelle. Ce n'est pas une voleuse. Elle est juste, elle est bien. Les agents la regardèrent à peine. Le plus âgé soupira. Vous travaillez avec elle? Sarah hocha rapidement la tête. Oui, c'est le cas. Et savez-vous où elle a eu ce collier? Sarah hésita. Non, mais alors, merci, mais ce n'est pas utile. L'agent l'interrompit. Il se retourna vers Amara. Vous avez 10 secondes pour nous dire où vous avez réellement trouvé ceci, ou nous procéderons à une fouille complète ici et maintenant. L'estomac d'Amara se serra.
Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui pour l'aider. Elle croisa le regard de Jason derrière le bar, et un instant, elle vit quelque chose, de la culpabilité peut-être, mais il se détourna, faisant semblant de polir un verre qui n'en avait pas besoin. Elle se tourna vers la porte de la cuisine où le gérant avait disparu près de 10 minutes plus tôt. Il ne sortit pas. Le silence était suffocant. « Je vous ai déjà dit la vérité, dit-elle cette fois plus fort. C'est à moi. » Le plus jeune agent ajusta sa posture. « Alors, vous ne devriez pas avoir d'objection à le prouver. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me fouiller? Vous allez quoi? Nous avons des soupçons raisonnables, dit-il. Et si vous ne cachez rien d'autre, alors vous n'avez rien à craindre. » La voix d'Amara se brisa. « Je n'ai rien fait de mal. Je travaille ici. Vous pouvez vérifier les dossiers, demandez au gérant. » L'agent le plus âgé plissa les yeux. « Nous l'avons fait, dit-il. » Il ne veut pas s'impliquer. Son cœur se brisa un peu plus à chaque mot. L'homme qui lui avait souri le premier jour, qui lui avait serré la main et lui avait dit qu'il admirait les jeunes qui travaillaient dur. Il avait disparu, s'était évanoui comme la loyauté en temps de crise. Le plus jeune agent fit un pas de plus. Amara recula instinctivement, mais sa prise sur son poignet la maintenait en place. « Vous pouvez faire ça par la bonne ou la mauvaise manière, dit-il. » Des larmes brûlèrent ses yeux. Sa voix devint un murmure. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. » Il l'ignora. Il s'avança, ses doigts se dirigeant vers le col de sa chemise. Et à ce moment-là, juste avant le contact, quelque chose en elle se brisa. Non pas sa détermination, mais sa conviction qu'elle serait protégée par la vérité. Elle recula. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle, la voix tremblante mais montant. Vous n'en avez pas le droit. » L'agent répondit sans hésitation. « Nous avons une cause probable. Votre attitude n'aide pas. » Sa main effleura le bord de sa chemise, et ce fut tout. Le barrage céda. Amara pleura. Non pas des sanglots bruyants, mais une seule larme involontaire qui coula le long de sa joue alors qu'elle restait complètement immobile. Il n'y avait plus rien à dire. Plus d'arguments à avancer. Sa dignité ne tenait qu'à un fil. Sa voix perdue dans une pièce remplie de bouches silencieuses. Être innocente, pensa-t-elle, ne signifiait rien quand personne ne vous croyait. Sarah était toujours là, visiblement bouleversée. Elle regarda autour de la pièce. « Vous allez tous juste regarder ça? Vraiment? Après tout ce qu'elle a fait pour cet endroit? » Personne ne répondit. Une femme près de la fenêtre regarda son assiette. Un homme près du bar but une longue gorgée de sa boisson. Le maître d'hôtel se déplaça inconfortablement mais ne parla pas. Le silence était un verdict. Les agents recommencèrent à bouger. Le plus âgé passa derrière elle. Le plus jeune tenait toujours son poignet. Elle sentit des doigts toucher le bord de son tablier. Et tout ce qu'elle put faire fut de pleurer. Non pas de culpabilité, non pas de honte, mais de quelque chose de plus profond, de la réalisation écrasante que sa parole, sa réputation, son intégrité, tout pesait moins que la couleur de sa peau et l'éclat d'un collier. Et à ce moment-là, quand la pièce pleine d'étrangers lui tournèrent le dos, et que la loi tourna sa force contre elle, Amara Johnson cessa de croire que le monde était juste. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était plus une fille. Elle n'était même pas une personne à leurs yeux. Juste au moment où les doigts de l'agent effleuraient le bord de la chemise d'Amara, la porte d'entrée s'ouvrit en grand, laissant entrer un flot de lumière solaire aveuglante qui traversa la lourde immobilité comme une lame. Les rayons dorés se déversèrent derrière un homme noir grand et impeccablement vêtu, projetant sa silhouette sur le sol du restaurant comme le prélude d'un événement biblique. Sa silhouette était large, sa posture imposante, et chacun de ses pas rayonnait le pouvoir tranquille de quelqu'un à qui l'on n'avait jamais rien dit sans conséquence. Son costume bleu marine sur mesure épousait son corps avec précision. La chemise blanche impeccable en dessous brillait dans la lumière. Un porte-document en cuir pendait de sa main gauche, tandis que la droite était serrée en un point lent et déterminé. Tous les regards dans le restaurant se tournèrent, l'atmosphère changea. Les conversations déjà éteintes se pétrifièrent. Le plus jeune agent lâcha le poignet d'Amara instinctivement, sa main se retirant comme brûlée. L'agent le plus âgé se figea en plein mouvement. Amara se tourna vers la porte,
ses yeux grands d'incrédulité. L'homme n'hésita pas. Sa voix était douce mais retentissante, comme un maillet de tribunal tombant sur du bois poli. « Retirez vos mains de ma fille. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Les deux agents clignèrent des yeux comme s'ils se réveillaient d'un rêve, jetant des regards de l'homme à l'un l'autre, puis de nouveau. Le plus jeune agent balbutia, « Monsieur, nous sommes au milieu d'une enquête. » « Non, vous êtes au milieu d'un procès, » coupa l'homme, ses yeux fixés sur l'agent comme ceux d'un tireur d'élite, et d'une disgrâce publique, télévisée si nécessaire. Il s'approcha, et le restaurant sembla rétrécir autour de lui. Il tira un papier plié de la poche intérieure de son blazer, le déplia lentement, délibérément, et le tendit à l'agent le plus âgé. « Ceci est le certificat de propriété de ce collier délivré par Cartier, acheté en mon nom. Vous trouverez le numéro de série gravé sur le fermoir, que je suppose vous n'avez pas vérifié avant de saisir ma fille comme une criminelle. » Il sortit son téléphone et tapota une fois. Une photo apparut. Amara de la nuit précédente, debout à côté de sa mère, portant le même collier, riant sous les lumières douces du jardin de leur famille. Il tourna l'écran vers eux sans dire un mot. Silence. La mâchoire de l'agent le plus âgé travailla de haut en bas, luttant pour former une défense. « Monsieur, nous n'étions pas au courant de son identité. Elle correspondait à un. Vous n'étiez pas au courant de son humanité, » dit l'homme. Sa voix était désormais basse et venimeuse. « Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est noire. Parce qu'elle travaille dans un restaurant au lieu d'être chauffeur pour un pantouse. » Il se tourna maintenant vers la pièce, sa voix montant, s'adressant non seulement aux agents, mais à chaque client qui était resté assis là en silence, à chaque employé qui lui avait tourné le dos. « Combien d'entre vous sont restés les bras croisés pendant qu'ils essayaient de fouiller ma fille devant des étrangers? Combien d'entre vous ont pensé qu'il était plus facile de regarder que de remettre cela en question? » Pas une âme ne répondit. Le maître d'hôtel ouvrit la bouche, puis la referma. Jason regarda ses chaussures. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Une voix crépita à la radio sur la ceinture de l'agent le plus âgé. Il l'éteignit sans écouter. Le plus jeune fit un pas en arrière, soudain incertain de l'endroit où poser ses mains, de la manière de se tenir. Puis vint le claquement de talons. Deux journalistes d'une chaîne locale, alertés par quelqu'un à l'intérieur du restaurant, suivis d'une équipe de tournage. L'homme les accueillit d'un hochement de tête. Timing parfait. Il fit face aux agents une fois de plus. Avec effet immédiat, je retire mon investissement de 8 millions de dollars du projet de rénovation du commissariat. Je ne construirai pas de nouveaux murs pour abriter la même pourriture. Cet argent ira désormais à une fondation, une école pour la justice, un lieu pour former la prochaine génération à voir la couleur sans haine et l'autorité sans arrogance. Un murmure se répandit dans le restaurant. L'agent le plus âgé s'éclaircit la gorge, désespéré de retrouver le contrôle. « Monsieur, s'il vous plaît, si nous avions su, si vous aviez su qui était son père, vous l'auriez traité comme un être humain. » L'homme demanda, « C'est ce que vous dites ?» L'agent ne dit rien. Les lumières des caméras s'allumèrent. Les journalistes se pressèrent. Quelqu'un à l'extérieur commença à diffuser en direct. L'homme se tourna vers Amara, son ton s'adoucissant. « Es-tu blessé ?» Elle hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur lui, essayant de se retenir de pleurer. Non pas de tristesse cette fois, mais du flot d'émotions qui venait de se sentir enfin vu. Il posa une main doucement sur son épaule, puis se tourna de nouveau vers les agents. « Votre commissariat aura des nouvelles de mes avocats avant le coucher du soleil. » Il ne leva plus la voix. Il n'avait pas besoin de le faire. Sa présence avait accompli ce que des cris n'auraient jamais pu faire. Elle avait changé l'équilibre du pouvoir dans la pièce. Les journalistes se regroupèrent. Les micros se tendirent. Le maître d'hôtel retrouva enfin sa voix. « Monsieur Johnson, nous ne savions pas. »« Je sais, » répondit l'homme froidement. « Vous ne vouliez pas savoir. » Il se tourna vers la porte, guidant Amara à ses côtés. À chaque pas, les gens qui l'avaient auparavant ignorée, la regardaient maintenant différemment, certains avec honte, d'autres avec culpabilité, quelques-uns avec quelque chose de proche de l'admiration, mais aucun d'eux ne parla. Et Amara, encore secouée, encore à vif, marcha fièrement, car la vérité était entrée juste derrière elle, et pour une fois, elle avait une voix plus forte que l'accusation.
Le soleil se déversait par les hautes fenêtres du nouvel institut de justice, illuminant les parquets en chêne poli et les visages de la nouvelle cohorte assise en rangées parfaitement alignées. C'était le premier jour d'orientation, une cérémonie non seulement pour les étudiants, mais pour une vision née de la douleur, du but et de la volonté féroce de changer ce qui était resté longtemps incontesté. Les bannières suspendues au plafond ne portaient aucun slogan, aucun symbole politique, juste une seule phrase en caractères gras, l'équité n'est pas donnée. Elle est exigée et défendue. Amara Johnson était assise au premier rang, ses mains reposant sur le programme plié sur ses genoux, le bord de la manche de son blazer tremblant légèrement. La dernière année avait été une année de silence, d'études, de feu et de transformation. Après cette journée au restaurant, après les gros titres des tribunaux, les excuses publiques, les tournées de presse et l'indignation générale de la ville, elle avait choisi de ne pas disparaître. Elle avait choisi de s'élever. La candidature à l'Institut de justice, entièrement financée par l'investissement de son père redirigé du commissariat, avait été la décision la plus facile qu'elle ait jamais prise. Elle n'avait pas postulé avec une lettre de recommandation de sa part. Elle n'avait pas inclus les articles de presse ou les interviews médiatiques. Elle avait rédigé un essai personnel, long, brut et exigeant, sur la différence entre ce qui est légal et ce qui est juste. Elle avait gagné sa place ici. Maintenant, alors que le doyen terminait son introduction et que la foule tournait son attention vers le podium, Amara se leva lentement. Elle passa devant des rangées d'étudiants, de professeurs, de journalistes et d'anciens élèves, ses chaussures claquant doucement sur le sol de la scène. La pièce tomba dans un silence, non pas de scepticisme, mais de révérence. Elle atteignit le podium, ajusta le microphone et prit une inspiration qui stabilisa tout en elle. Sa voix, quand elle vint, était calme et ferme, façonnée par l'expérience, mais non courbée par elle. Il y a un an, je me tenais dans une pièce remplie de gens qui connaissaient mon nom, qui me serraient la main, qui louaient mes manières, et quand j'ai eu le plus besoin d'eux, ils n'ont rien dit. Non pas parce qu'ils me haïssaient, mais parce que le silence est plus sûr que la résistance. J'ai été accusé sans raison, touché sans consentement, humilié sans preuve, et pourquoi? Un collier qu'il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme moi posséder. Elle fit une pause. Les regards à travers la pièce restaient fixés sur elle. Quelques-uns avaient déjà les larmes aux yeux. Je n'ai pas été condamné par un tribunal, mais j'ai été condamné par un tribunal de présomption. Je n'ai pas été reconnu coupable à cause de ce que j'ai fait. J'ai été traité comme coupable parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'une jeune fille noire en tablier puisse appartenir à un monde de diamants. La pièce resta immobile, le poids de chaque mot s'enfonçant profondément. Mon père est venu me chercher ce jour-là, continua-t-elle. Et je lui suis éternellement reconnaissante. Mais tout le monde n'a pas quelqu'un avec ce pouvoir pour franchir la porte et arrêter l'humiliation. Toutes les filles ne sont pas secourues. C'est pourquoi je suis ici. Non pas seulement pour devenir procureur. Non pas seulement pour gagner des procès. Je suis ici pour construire un système qui n'ait pas besoin de sauveur en premier lieu. Elle scruta l'auditoire, croisant le regard d'étudiants comme elle. Certains bruns, certains noirs, certains blancs, certains incertains de leur place, mais tous écoutants. On nous a appris à croire que la justice porte un bandeau, que la loi est impartiale. Mais la vérité est que la justice a des yeux, et elle voit ce que le monde lui dit de voir. Notre tâche, en tant que prochaine génération de juristes, est de rééduquer cette vision. De l'aiguiser, de nettoyer la lentille, pour s'assurer que lorsque la justice regarde quelqu'un comme moi, elle ne voit pas une menace, pas un stéréotype, pas un soupçon, mais une citoyenne. Elle s'arrêta, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas tout abandonné, pourquoi je voudrais travailler au sein du même système qui a failli me briser. Et la réponse est simple. Parce que le changement ne vient jamais du trottoir. Il vient du fait de rester dans le feu encore et encore jusqu'à ce que le feu apprenne votre nom. La pièce expira. Puis une seule personne se leva. Puis deux, puis 5. Puis l'ensemble de l'auditorium se leva. Des applaudissements éclatèrent. Non pas polis, non pas performatifs, mais retentissants, martelants, vivants. Ils résonnèrent sur les murs de marbre et les vitraux, comme un cri de guerre enveloppé d'espoir. Le doyen essuya ses yeux. Un étudiant sanglotait ouvertement. Un autre murmura à un ami, « Je n'ai jamais rien entendu de pareil de ma vie. » Alors qu'Amara descendait de la scène, son père l'attendait près des escaliers. Il ne dit pas un mot.
Il posa simplement sa main sur son cœur et hocha la tête. Et à ce moment-là, Amara sut que son histoire ne s'était pas terminée ce jour-là au restaurant. Elle avait commencé. Et maintenant, armée du feu de la vérité et de l'acier de la détermination, elle ne faisait pas que survivre. Elle menait. Plus tard ce soir-là, alors que les chaînes d'information rediffusaient des extraits de son discours à travers la ville, un autre titre défila discrètement dans le bandeau d'information en bas de l'écran, les agents impliqués dans l'incident de la belle maison officiellement renvoyés après un examen interne. L'article expliquait que les deux hommes avaient été reconnus en violation des protocoles de conduite, des procédures d'usage excessif de la force et des normes de police basées sur les préjugés. L'un avait démissionné avant son audience disciplinaire. L'autre s'était vu révoquer son insigne et avait été interdit de service de police dans l'État. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas d'excuses publiques, juste des formalités administratives. Mais parfois, la justice commence non pas par la fanfare mais par la reddition de comptes. Et pour Amara Johnson, cela était suffisant pour l'instant. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.